Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afro Business. Un numéro qui s'intéresse au consortium de classe mondiale, ses enjeux, ses défis et surtout ses opportunités. En gros, on va s'intéresser dans cette nouvelle édition aux stratégies à mettre en place pour évaluer et valoriser le capital naturel et surtout le capital humain du bassin du Congo. Point qu'on évoque en seconde partie de ce programme avec Adama Egbert Coulibaly. Il est le chef d'initiative au sous-régional du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Mais tout d'abord, ce reportage dans lequel nous allons regarder les nouvelles politiques industrielles vers lesquelles l'Afrique doit se tourner pour accélérer sa croissance économique, une problématique évoquée lors de la 34e édition de la journée de l'industrialisation de l'Afrique qui se célèbre le 20 novembre de chaque année. Et pour l'année 2023, il s'est penché sur l'accélération de l'industrialisation de l'Afrique et surtout l'autonomisation des femmes africaines dans la transformation du marché intégré. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique y a d'ailleurs fait une présentation sur le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique en Afrique centrale. Il s'agissait plus précisément d'une boussole axée sur les chaînes de valeur en exécution des différentes recommandations de l'Union africaine. On regarde. L'Afrique, présentée comme l'avenir, a d'importants défis à relever, autant sur les plans politiques et sociaux qu'économiques, industriels, financiers et écologiques. Avec une démographie en forte croissance, la voie de la création des chaînes de valeur se pose à elle. La question de son industrialisation dans un système mondial équitable face aux exigences du changement climatique s'impose également comme un défi majeur qui ne peut être relevé que par une diversification économique sur fond de forte intégration savamment étudiée. La transformation structurelle des économies africaines se heurte malheureusement à de nombreux problèmes comme le financement, la mise en œuvre des plans mis en place. Le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique de l'Afrique centrale est aujourd'hui l'une des clés à l'accélération du processus de développement. Et à ce sujet, la 34e édition de la Journée de l'industrialisation de l'Afrique, dans son édition 2023, a mis l'emphase sur le thème « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique pour l'autonomisation des femmes africaines dans la transformation pour un marché intégré ». Activité au cours de laquelle la CEA a fait une présentation sur le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique en Afrique centrale. Une boussole axée sur les chaînes de valeur en exécution des recommandations de l'Union africaine. Le document qui fixe le cap de la décennie de la diversification économique en Afrique centrale pour les années 2021-2030 a été remis officiellement à la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC en juillet 2023 à Libreville au Gabon. Le PDIDE, un master plan qui offre à la sous-région un cadre conjoint d'engagement pour une transformation structurelle accélérée des économies basées sur l'exploitation durable des richesses naturelles et autres atouts des États. Il structure l'ambition de l'Afrique centrale sur 16 chaînes de valeur industrielles classées en deux groupes. Les chaînes de valeur industrielles à forte intensité de main-d'œuvre et les chaînes de valeur industrielles à forte intensité capitalistique. Sur le plan opérationnel, la diversification économique sera portée par des chaînes de valeur industrielles que sont les zones économiques spéciales de nouvelle génération qui ont la particularité d'être inclusives et durables. À travers le PDIDE-AC, l'Afrique centrale s'aligne sur l'agenda continental d'industrialisation et de diversification économique. Pour disposer d'un plan commun à la CEMAC et à la CEAC, des défis ont été relevés. Il a fallu user de persévérance et de patience pendant 3 ans pour arriver à faire accepter que les deux entités aient la même vision et suivent une même trajectoire pour arriver à la même destination, déclarait le Dr Adama Egbert Coulibaly, le chef de la section des initiatives sous-régionales au bureau de la CEA. La difficulté du contexte politique ayant été levée, la Commission a réussi à équiper l'Afrique centrale et ses économies pour être armée et en finir avec la concurrence ruineuse et les crises à répétition. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro Business par le Dr Adama Egbert Coulibaly. Il est le chef des initiatives sous-régionales du bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique centrale. C'était lors de la 3e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts pour l'Afrique centrale et de l'Est. C'était en novembre 2024 du côté de Yaoundé. On regarde. Bonjour Adama Egbert Coulibaly et merci d'accepter de répondre à nos questions.
Merci, merci. Alors, au cours de cette troisième session et dans vos recherches, vous vous êtes particulièrement appuyé sur les partenariats stratégiques que vous qualifiez de productifs, éléments d'accélération de la mise en place d'un consortium de classe mondiale. Qu'est-ce que concrètement sur le terrain cela signifie? D'abord, la notion de consortium est une notion pour le commun des mortels. C'est une notion qui peut apparaître un peu comme, je dirais, un gros mot. Mais il faut imaginer, pour ceux qui sont un peu plus habitués à ce qu'on appelle des tontines. Donc, un consortium, c'est une appellation, c'est une forme de tontine. Tout le monde comprend mieux quand on parle d'association. C'est aussi une association. Donc, c'est une organisation qu'on peut appeler une association d'entrepreneurs, une association d'opérateurs, mais qui se mettent ensemble pour atteindre un objectif commun. Et cet objectif commun, on peut aussi mieux le comprendre quand on parle de consortium pour la mesure de la valorisation du capital naturel. Alors, lorsqu'on parle de capital naturel, il faut aussi bien comprendre qu'est-ce qu'on attend par capital naturel. La notion de capital naturel est aussi une notion très élargie. Dans le capital naturel, tout le monde comprend mieux la notion d'argent. Quand vous voulez faire vous voulez aller devenir commerçante, vous voulez devenir une marchande, vous entendez souvent parler de capital. Je n'ai pas le capital, je n'ai pas donnez-moi un capital, donnez-moi 100 000 ou 200 000 pour que j'ai un capital pour pouvoir me constituer en commerçante, pour pouvoir aller dans un magasin ou bien sur un marché, acheter des produits pour pouvoir aller les revendre et puis faire un profit. Donc, la notion de capital, ici, nous comprenons cela mieux dans le cas de ce qu'on appelle les forêts. Donc, les forêts, ce sont des ressources. Nos forêts sont des ressources, comme bien d'autres ressources. Mais maintenant, ce sont des ressources qui sont d'une portée aujourd'hui d'intérêt mondial, planétaire. C'est-à-dire, ce que nous avons aujourd'hui de plus précieux, de plus recherché, de plus important dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les forêts. Donc, il se trouve que justement, pour ce qui concerne l'Afrique centrale, ou bien même de façon plus lointaine, l'Afrique, c'est ce continent qui a à son sein, c'est-à-dire à son cœur, que nous appelons le bassin du Congo, nous avons des ressources qui sont recherchées aujourd'hui à l'échelle planétaire, au niveau mondial. Donc, une des ressources, c'est ce que nous appelons les forêts. Donc, quand vous êtes au village, eh bien, quand vous regardez autour de vous, vous voyez partout des forêts. Donc, ce sont ces forêts qui, simplement, pour ce qui concerne aujourd'hui l'espace mondial, le monde entier, attache aujourd'hui la plus grande importance à tout ce qui constitue forêt. Donc, si vous avez 1 hectare de forêt aujourd'hui, cela est un capital pour vous. Si vous avez 200 millions d'hectares, eh bien, cela constitue encore un capital plus important. Donc, lorsque nous attachons à cela la notion de naturel, c'est tout simplement parce que ce sont des ressources naturelles. Et dans le monde entier aujourd'hui, le continent africain détient sur la planète, au niveau des économies de l'Afrique centrale, seulement 20% de cette surface forestière du monde. C'est pour dire qu'il y a encore d'autres régions du monde qui sont comme la zone de l'Amérique latine, qui détiennent aussi une certaine, je dirais, couverture forestière. Eux, ils ont l'avantage de disposer environ 40 à 50%, je veux dire, de ce couvert. Et nous avons, du côté de l'Asie, une autre zone qu'on appelle le bassin de Mekong, c'est-à-dire c'est du côté du Vietnam,
le bassin de Bornéo qui est du côté de l'Indonésie. Donc, lorsque vous mettez tout ce couvert ensemble, donc vous constituez 80% de ce couvert. La planète est menacée par tout ce que vous constatez chaque jour, par des élévations de température ou bien par la baisse de la température. Donc, nous avons de plus en plus d'élévations de température ou souvent de chutes brutales de température. Donc, ce sont les forêts qui jouent aujourd'hui un rôle de stabilisation de la température à des niveaux qui sont des niveaux supportables, acceptables pour ce que nous appelons les populations qui vivent sur la Terre. Si vous ne disposez pas aujourd'hui de ce couvert forestier pour stabiliser la température du climat mondial, eh bien, vous allez vous retrouver dans des zones qui sont des zones où on ne peut pas vivre, on ne peut pas exister. Mais ce qui fait monter la température ou ce qui fait baisser la température, c'est le fait que dans l'atmosphère, nous avons aujourd'hui, je dirais, des molécules, je veux dire, la trace de certains gaz. Ces gaz-là, on les appelle, le plus connu, le gaz composé de carbone. Pour que vous puissiez mieux comprendre la notion de carbone, c'est quand vous conduisez, par exemple, un véhicule, quand vous avez un véhicule que vous conduisez, vous constatez à un moment que lorsque le véhicule rentre en mouvement, le véhicule dégage de la fumée, donc qui sort par les échappements. Eh bien, c'est une illustration de voir que c'est important pour tout un chacun de se déplacer, d'aller au marché, mais cela ne peut pas se faire sans que vous utilisez un véhicule, un car pour vous déplacer. Donc, que ce soit agricole, que ce soit les transports, que ce soit la fabrication dans les usines, l'activité humaine aujourd'hui se résume à des activités qui polluent l'atmosphère. Donc, la concentration de ces fumées dans l'atmosphère rend l'atmosphère pas du tout respirable. Donc, c'est ce travail d'apuration ou bien de réparation de l'atmosphère, de ce que nous avons comme gaz, degré de contamination, bien de pollution de l'atmosphère. C'est ce travail de nettoyage, de régulation que les forêts font aujourd'hui. Alors, vos études également vous ont mené à des stratégies qui permettent de mettre en place, d'évaluer et surtout de valoriser le capital naturel du bassin du Congo. Oui, encore une fois, lorsque vous avez un problème posé, quel que soit le problème qui est posé, si vous devez gérer une affaire, vous devez, je dirais, contrôler une activité, vous ne pouvez pas la contrôler ou bien la gérer si vous ne commencez pas d'abord par avoir des outils pour mesurer l'ampleur du problème. Donc, lorsqu'on dit que nous voulons mettre en place un consortium pour la juste mesure du capital naturel, c'est pour que nous puissions, sous l'œil de la science, pouvoir disposer aujourd'hui des capacités, des outils pour mesurer ce que nous faisons comme activité de service de réparation, service de stabilisation du climat. Donc, c'est cette partie-là qui doit se faire suivant des approches scientifiques. Si vous me demandez aujourd'hui, OK, vous avez des forêts, 300 millions d'hectares de forêts. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement l'activité, est-ce que vous pouvez mesurer cette activité d'épuration de l'air pour parvenir à une air de qualité? Eh bien, nous ne disposons pas des outils, nous ne disposons pas suffisamment d'équipements. Donc, une partie du travail que va faire le consortium, c'est de nous aider d'abord à avoir les outils, à avoir les compétences, tout ce qu'il nous faut pour mesurer d'abord cette activité de stabilisation du climat, c'est-à-dire de captage de tout ce qui est de polluants, de pollution dans l'air atmosphérique, et puis pouvoir dire, voilà ce que nous faisons comme activité de nettoyage, activité d'apuration, activité de captage de tout ce qui est polluant. Pour le moment, nous n'avons pas d'instruments pour pouvoir mesurer, pour pouvoir dire au monde entier, voilà le service que nos forêts, les forêts africaines, les forêts du bassin du Congo, voici le service qu'ils rendent au monde entier. Nous rendons un service, mais si on nous pose la question, le service de séquestration, de captage que vos forêts font, c'est combien au juste? Eh bien, nous sommes là
bouche bée, on ne peut pas dire exactement la quantité. La quantité. Vous mettez également en place ce système appelé le mouvement vert. L'Afrique constitue 16% de la population mondiale. Donc, lorsque nous lançons un mouvement de sensibilisation, c'est un mouvement de sensibilisation de 16% de la population mondiale. Nous voulons sensibiliser 16% de la population, je dirais, mondiale à changer de comportement. Changer de comportement veut dire quoi ici? C'est que nos 16 millions de populations doivent, je dirais, changer de mentalité vis-à-vis de toute activité que nous menons qui doivent être maintenant orientées vers des activités qui sont des activités moins polluantes, c'est-à-dire moins émettrices de carbone. Vous voyez un peu. Donc pour nous, le mouvement vert, le mouvement de sensibilisation vert, c'est de faire en sorte que mobiliser 1 milliard, je dis bien 1 milliard 400 millions de personnes sur la planète pour désormais devenir, je dirais, les soldats de cette nouvelle façon de voir, c'est-à-dire faire en sorte que nous polluons moins, nous nous orientons sur des comportements qui sont des comportements respectueux, des bonnes pratiques de respect de l'environnement. Et quand nous disons aujourd'hui que nous avons 1 milliard 400 millions de soldats verts à former, à équiper, etc., cette armée va devenir très rapidement 2 milliards et très prochainement 4 milliards. Donc, nous avons près de 1 milliard aujourd'hui, 400 millions. Nous aurons 2 milliards de soldats verts. Nous aurons 4 milliards de soldats verts. Donc, l'Afrique va devenir le centre de gravité de cette force. Si nous raisonnons en termes de marché ou bien de consommateurs, nous allons pouvoir dicter, en tout cas, les nouvelles règles du marché. Ce marché que j'ai appelé le plus grand marché jamais construit au monde, puisque nous allons être le centre de gravité de la population mondiale. Donc, nous pourrions, en ce moment, définir des règles, les nouvelles règles qui vont régir, je dirais, ce marché des consommateurs où ce seront les consommateurs qui vont dire « nous voulons tel type de produit, nous voulons tel type de service ». Et les services et les produits qui seront les plus recherchés, ce seront les produits et les services à faible contenu carbone. C'est-à-dire qui sont des produits qui ont été fabriqués ou des services qui sont fournis, mais avec une faible émission de carbone. Donc, la seule région qui sera donc dans cette position avantageuse de pouvoir dire, nous émettons des produits verts. Nous travaillons dans notre zone en travaillant à rendre des services les plus verts au monde. Ce serait la zone, justement, la zone Afrique. Donc, ce marché, lorsque vous avez un marché donc de 1 milliard, de 2 milliards, de 3 milliards, de 4 milliards, lorsque vous avez cet avantage sur la planète de constituer donc, je dirais, le centre de gravité de cette activité qui va désormais orienter le marché mondial, qui va désormais orienter l'économie mondiale qu'on appelle aujourd'hui, aller dans le sens d'une économie mondiale décarbonisée, eh bien, c'est de nous assurer que les règles qui vont régir ce marché soient des règles qui soient définies par les Africains. Quelles sont donc ces politiques qui aideraient à mieux soutenir les entreprises industrielles d'Afrique centrale et de l'Est? C'est forcément des politiques que vous prenez. Bon, l'activité industrielle ne peut être une activité économique, bien sûr. C'est une activité d'abord qui est une activité, je dirais, quasi absente pour ce qui est de tout l'espace africain. L'espace africain, pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous prenez tout le continent africain, eh bien, la production manufacturière mondiale, c'est-à-dire la production industrielle mondiale, lorsque vous considérez en une année ce que le monde entier produit en termes de production annuelle, eh bien, la part du continent africain dans cette production industrielle n'est seulement que de 2%. Ce qui veut dire que toute l'activité que nous faisons en termes d'activité industrielle sur le continent, c'est quasiment quelque chose de négligeable.
Donc l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, je peux dire, ne produit quasiment ne fait aucune production industrielle. Lorsque vous regardez les 50 je dirais, unités de transformation industrielle du monde, les 50 économies les plus industrialisées en termes de production industrielle, dans les 50 premières, je veux dire, entreprises, si on considère les puissances comme des entreprises, dans les 50 premières entreprises du monde, les entreprises industrielles, eh bien, vous ne trouverez pas une entreprise africaine parmi ces 50 dans le classement mondial. Encore une fois, en termes de production industrielle. Donc, quand on prend tout le continent africain, on les met ensemble, on regarde ce qu'ils produisent chaque jour, ou chaque mois, ou chaque année, eh bien, la performance industrielle de cette zone est quasiment zéro. Vous me comprenez? C'est-à-dire, nous ne sommes quasiment, nous n'existons pas en termes de poids ou en termes d'activité industrielle. Donc, lorsque vous me posez maintenant la question de savoir, OK, en termes de politique industrielle, comment nous approchons la notion de politique industrielle? Je dirais que jusque-là, l'Afrique est le seul continent qui n'a pas encore défini clairement une approche de politique qui permet au continent africain d'être un continent qui pèse en matière de production. Vous parlez de l'importance de la promotion des chaînes de valeur régionales à fort potentiel au sein de la Sénégal. Oui, lorsque nous parlons de chaînes de valeur à fort potentiel, vous voyez, nous disons à fort potentiel. À fort potentiel de quoi? Il faut, souvent nous ne voulons pas trop allonger la formulation. Mais nous, en Afrique centrale, dans le cadre de la formulation de notre plan d'industrialisation pour la sous-région, nous avons dit, ce plan, pour l'exécuter dans la discipline, il faut aller avec une approche de chaîne de valeur à fort potentiel. Le fort potentiel ici, c'est de regarder le potentiel d'exportation. Lorsque vous êtes dans une activité industrielle ou bien de commerce, si vous ne produisez pas pour exporter davantage, ça veut dire que vous êtes perdant. Donc, dans le jeu mondial du commerce, il y a des perdants et puis il y a des gagnants. Donc, en termes simples, pour le moment, le continent africain participe au commerce mondial. Mais on participe à ce commerce mondial en tant que continent perdant. Parce que nous ne détenons, en termes de part de marché sur le marché mondial, que 3% de part de marché. Nous n'avons pas des infrastructures, de standards de qualité, de tout ce qu'il faut pour pouvoir exporter. Alors que dans le commerce, c'est 97% du commerce mondial qui est régulé par des exigences, je dirais, par des normes, des standards. Donc, nous ne pouvons pas aller sur le marché mondial parce que nous n'arrivons pas, nos opérateurs, que ce soit les PME, que ce soit les moyennes, que ce soit les grands, n'arrivons pas à satisfaire aux exigences de normes et de standards mondiaux. Donc, du coup, nous sommes exclus de ce marché. Lorsque nous venons maintenant à l'intérieur du continent, c'est la même chose. À l'intérieur du continent, nous n'arrivons pas justement aussi à échanger entre nous. Nous sommes à un niveau de performance de 16%, tout produit confondu, entre les économies de l'Afrique centrale, parce que dans tout le continent, nous ne sommes pas au même niveau d'infrastructure de qualité. Donc, pour pouvoir exporter, il faut d'abord mettre en place des infrastructures de qualité. Donc, cette question explique aussi la faible performance. Donc, quand on dit pouvoir chaîne de valeur à fort potentiel d'exportation, nous ne pouvons pas aujourd'hui, justement, atteindre ces objectifs-là. Donc, ce qu'on recherche, c'est d'avoir un marché africain où nous exportons à travers ce marché entre nous, mais à partir des règles que nous-mêmes, nous fixons pour ce qui est des niveaux de qualité, les normes de qualité, les standards de qualité. Donc, nous ne pouvons pas construire le plus grand marché jamais construit au monde si nous-mêmes, nous n'avons pas le contrôle de définir les règles commerciales, c'est ce qu'on appelle les politiques commerciales.
Et c'est la fin de ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. De très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et à très vite.